Nous TV, une chaîne exclusive à Cogeco qui favorise l'expression locale et l'implication citoyenne. Cette émission vous est présentée par Vitoli, pour vivre en santé plus longtemps. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission La santé autrement, émission durant laquelle nous mettons en valeur les principes de la santé intégrative. Notre question du jour, trouvez-vous que la population est en santé? Je trouve que la population n'est pas tant en santé. La plupart ont peur des maladies, puis on ne prend pas assez ça en considération. Oh non, non, ni mental ni physique. Mais que veux-tu? Peut-être dans 25 ans, ça va l'être. Il s'agit juste de faire les bons choix puis bouger plus. C'est ça le problème à cette heure avec les téléphones puis tous les ordinateurs. Au lieu d'être dehors, tu es en dedans. C'est ça que moi, je fais comprendre à mes garçons, tu sais. Ça dépend pour qui, mais j'ai l'impression que notre santé elle descend de plus en plus puis que tout le monde commence à être malade parce que les médecins s'occupent moins bien des personnes âgées ou juste des personnes en particulier, là. Oui, mais certains ont des problèmes un petit peu au point de vue santé morale, mais ça fait partie de la société d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes psychologiques. On en voit de plus en plus dans différentes municipalités, partout, dans les parcs. Bien, je parle avec beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup de médicaments, sont malades, là, tu sais. Oui, pour les Québécois, je dirais que oui. Bien, si tu fais attention, oui, ça devrait être en santé, mais là, il y a tellement de toutes sortes d'affaires de fast-food, puis de stress, puis tout ça, puis le monde ne prend pas le temps de comme décanter, là, puis quand même respirer un petit peu à tous les jours, là. Ça l'aiderait pour la santé beaucoup, beaucoup, là. Plus encore que... oui. Ça serait facile de répondre oui. Les gens que je connais, les gens de mon entourage ont l'air en santé. Mais c'est quoi, au juste, être en santé? On sait maintenant, en fait, que plusieurs maladies chroniques, comme par exemple l'Alzheimer ou encore le diabète de type 2, peuvent prendre 10 à 15 ans pour se développer et finir par avoir un diagnostic. Est-ce que pendant ces 15 années-là, les gens en question qui sont en train de développer la maladie, on peut les considérer en santé? Aujourd'hui, je vous rapporte en fait une figure qu'on a utilisée lors d'une des autres émissions pour figurer justement que la santé, c'est beaucoup plus que l'absence de maladie. Donc, ce que vous y voyez, en fait, c'est qu'on peut être en santé, on peut avoir un mauvais environnement de vie, on peut avoir des mauvaises habitudes de vie, avoir des carences, avoir des symptômes, développer une maladie et être malade. Et tout au long du processus, notre qualité de vie va en être réduite étape par étape. Donc, la santé, c'est beaucoup plus que l'absence de maladie et nous devrions même parler de la possibilité d'optimiser la santé. Aujourd'hui, pour en discuter, nous aurons un expert du domaine de la santé intégrative, un pharmacien, M. Jean-Yves Dionne, avec nous pour venir nous éclairer sur qu'est-ce que l'on peut considérer pour optimiser la santé. Mais avant tout, allons en parler avec notre médecin de l'émission, Dr. Evelyne Bourdois-Roy. Bonjour Evelyne. Bonjour Éric. Evelyne, comme médecin, est-ce que tu trouves que la population est en santé? Écoute Éric, moi j'ai développé une expertise en santé métabolique et en prévention des maladies chroniques liées au style de vie et en renversement des maladies chroniques liées au style de vie. Je suis une des rares médecins au Québec à être certifiée en médecine de l'obésité. Fait que moi, la santé de la population, globalement, en général, c'est quelque chose à quoi je m'intéresse énormément. Donc, les statistiques, honnêtement, ça fait peur. La population est de plus en plus malade. Le taux, l'incidence, en fait, du syndrome métabolique, du prédiabète, du diabète de type 2, de la maladie du foie gras, la stéatose hépatique, de l'hypertension artérielle, de l'obésité, du surpoids, des cancers, des maladies cardiovasculaires, toutes ces incidences-là sont en nette augmentation dans la population. Mais plus épeurant encore, c'est en nette augmentation chez nos enfants. Ouf! Oui, en fait, nos enfants sont de plus en plus malades tôt. Ils sont de plus en plus en surpoids. Savais-tu qu'un enfant sur 3 au Québec est en surpoids ou en obésité?
Et ça, c'est un phénomène relativement nouveau parce que toi et moi, on est à peu près de la même génération. Hein? Quand on était jeunes, tout le monde était plutôt maigrichon. Et là, c'est un enfant sur 3. Et c'est aussi de plus en plus des enfants qui développent des maladies d'adultes plus tôt. Donc, qui développent un prédiabète, un diabète, qui développent de la résistance à l'insuline, qui ont la maladie du foie gras. Hein? Ça pourrait être un enfant sur 5 qu'on pense qu'il y a peut-être un début de stéatose hépatique au Canada. Donc, ça, c'est très problématique. Et là, c'est comme si on pourrait voir ça comme un parcours de la maladie dans lequel on est en train de rentrer nos enfants très tôt, malheureusement, puis qui vont souffrir très longtemps durant leur vie, finalement, de tous les impacts que ça va occasionner. Bien oui, effectivement, parce qu'imagine un adulte qui commence à développer un prédiabète autour de 40, 50 ou 60 ans, bon, bien, qui va développer un vrai diabète et des complications de diabète à 65, 70, 80, hein, quelques décennies plus tard. Mais imaginons maintenant un enfant qui développe un diabète de type 2 qui a 14 ans et qui fait sa première crise de cœur à 28 ans, 30 ans. C'est terrible. C'est terrible d'un point de vue humain, mais ça va être terrible aussi pour le système de santé qui ne sera pas capable de faire face au tsunami de mauvaise santé métabolique, mais de mauvaise santé globale qui est en train de balayer, dans le fond, notre société moderne. Et là, comme société, il y a un gros problème à l'horizon sur toute la charge qu'on va avoir à payer, en fait, pour ces frais de santé-là. Mais de l'autre côté, il faut se le dire aussi, on est nos propres assureurs. Oui. Hein? Evelyne, on est nos propres assureurs, puis on est probablement le seul système d'assurance qui existe qui ne soucie pas actuellement, justement, de la prévention et de faire attention pour ne pas avoir à dépenser tout cet argent-là, mais pour aussi maintenir les gens en santé. On ne fait pas de prévention. Tu as tout à fait raison. Ça, c'est quelque chose que je déplore grandement dans le système de santé au Québec. On ne fait pas de prévention aussi peu. En fait, on dirait que la première ligne, la médecine familiale, un de nos rôles devrait être de prévenir les maladies chez nos patients. Mais on dirait que le feu est tellement pris qu'on est plus dans « il y a de la maladie » ou « il n'y en a pas », comme si c'était binaire, alors que tout ce qui est maladie chronique liée au style de vie, ce sont toujours des continuums. Hein? On est en quelque part sur un continuum en direction d'une meilleure santé ou en direction de la maladie, mais c'est pas binaire, c'est pas on l'a ou on l'a pas. Et quand on fait des prises de sang, par exemple, ou quand on prend la pression d'un patient, quand on fait un portrait global de la situation, on ne peut pas dire « tout est beau ». On doit regarder, est-ce qu'il y a des marqueurs qui nous indiquent que là, on est en train de glisser vers un syndrome métabolique ou une résistance à l'insuline, où on commence à faire un peu d'hypertension artérielle. Ça, c'est des choses qu'on devrait être capable de discuter avec nos patients pour pouvoir parler de prévention et donc d'habitude de vie et de pouvoir dire « vous n'êtes pas malade actuellement, mais si vous ne changez pas telle habitude de vie, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, vous pourriez aller dans cette direction-là. » Et c'est ce que je déplore, c'est qu'on ne le fait pas assez en première ligne au Québec. Oui, puis malheureusement, avec la venue de Santé Québec, on aurait pu penser qu'on allait remettre beaucoup de choses en question, mais actuellement, toute la machine est orientée à être capable de donner le plus possible de soins. Avec raison, on a besoin de soins dans la population, en oubliant un peu que toute la vague qui s'en vient va causer des problèmes gigantesques, puis ces gens-là perdent en qualité de vie. Merci beaucoup d'en avoir discuté avec nous, c'est toujours un plaisir. Allons maintenant en parler avec notre pharmacienne de l'émission, Mme Brigitte Marchand. Bonjour Brigitte. Bonjour Éric. Brigitte, ça fait bientôt 40 ans que tu es pharmacienne. Tu as vu l'évolution, en fait, de la population. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que notre population est en santé? Malheureusement, non. Hein, ce que j'observe, puis ça, c'est juste de visu, hein, c'est visible, les gens ont beaucoup plus d'embonpoint. Surtout chez les enfants, hein, c'est très, très, très étonnant et ça me fait toujours comme... ça me dérange parce que je me dis, il y a une façon de pouvoir se remettre en santé juste en introduisant l'exercice physique. Tu sais, ça peut être 3 fois par semaine, hein, le fameux 3 sur 7 jours, mais il y a aussi des fois juste prendre une marche, commencer à faire une activité qui va permettre au corps d'être en mouvance. Hein. Puis ce qu'on observe aussi, c'est parce qu'on met l'indice de masse corporelle maintenant dans nos dossiers patients. C'est très, très fréquent d'avoir des indices plus hauts que 27, dont tu sais que ça commence à être déjà considéré un embonpoint important. Donc là, vous l'avez vu parce que vous avez, de toute façon, à évaluer la situation de votre patient. Fait que vous utilisez l'IMC, comme tu viens de mentionner. Vous avez à le calculer, à le rentrer au dossier. Ça fait que vous voyez quand même une évolution. Vous voyez ce qui se passe, vous êtes conscient.
Mais vous voyez aussi une multitude de petits drapeaux rouges qui peuvent ouvrir, qui peuvent se lever d'un côté puis de l'autre, en fait, pour dire que leur santé est en train de se détériorer. Vous êtes au premier plan pour observer ça. Ça, c'est certain. Donc, déjà, l'IMC, c'est un indicateur. Donc, on va aborder les saines habitudes de vie. Puis moi, je me dis que, tu sais, on a Pierre Lavoie, Jean-Pierre Després qui ont publié 2 livres cette année quand même exceptionnels. Il faut que ça bouge. Il faut vraiment introduire de l'activité physique. En fait, c'est d'avoir quelque chose qui nous fait plaisir. Quand on a du plaisir en faisant une activité physique, c'est toujours bénéfique. Puis c'est d'apporter aussi, ça va tellement bénéficier aussi pour les douleurs au niveau de la tension artérielle, pour un diabétique. Même parfois, on peut arriver à déprescrire, parce que quand on voit un patient avec la polypharmacie, tu parles de drapeau rouge, c'est sûr que là, on se dit, oups, là, je devrais prendre un petit peu plus de temps puis peut-être parler des saines habitudes de vie parce que c'est sûr que lui ou elle, son syndrome métabolique inflammatoire est plus important qu'un autre patient. Donc, c'est de l'accompagner dans une réflexion qui va lui apporter une meilleure santé. Et là, là, tu parles d'accompagner dans une réflexion. Il faut que réflexion il y ait, mais au moins, on peut dire aux gens de la population qui peuvent demander aux pharmaciens qu'est-ce qu'ils pensent de leur santé ou qu'est-ce qu'ils pensent de leur état ou qu'est-ce qu'ils pensent de la situation. Parce que le pharmacien va voir aller... On parlait beaucoup de santé métabolique, c'est une des grosses problématiques qu'on a actuellement dans la population. Il va voir apparaître la pression artérielle, il va voir apparaître des triglycérides plus élevés, il va voir apparaître l'usage de la médication pour traiter les symptômes sur le chemin du développement du diabète de type 2. Exactement. Fait que dans le fond, là, vous pouvez essayer de lui dire, je te regarde aller depuis quelques années, tu n'es pas dans la bonne direction, là. Oui. Mais il faudrait que les gens posent la question. Bien, en fait, on a l'opportunité de le faire de plus en plus. Puis c'est quelque chose où on est plus conscientisé. Puis, tu sais, des fois, on fait des journées de dépistage. Par exemple, on va faire le taux d'hémoglobine glyquée. Si on sait que quelqu'un n'est pas diagnostiqué encore ou il a rendez-vous bientôt avec son médecin, on peut dire, regardez, juste en changeant un peu votre alimentation, faire plus d'exercice, on peut ramener un hémoglobine glyquée normal. Donc, il va vous éviter de débuter des médicaments contre le diabète de type 2, par exemple. Tu sais, ce qu'on veut, on veut optimiser la santé des gens. C'est l'objectif. Quel beau discours! Mais c'est que vous êtes bien placé pour le faire. Donc il faut s'enlever de l'idée, en fait, que le pharmacien est seulement la personne qui va surveiller l'usage des médicaments. Mais là, est-ce qu'ils ont une ouverture à être sensibilisés sur le fait qu'ils ne sont pas... Sincèrement, Éric, oui. On voit les gens, tu sais, les gens, ils veulent être bien dans leur corps. Tu sais, c'est notre véhicule. Puis, tu sais, en santé intégrative, on en parle, tous les professionnels de la santé, médecins, pharmaciens, nutritionnistes, les kinésiologues, on veut, à ce moment-là, avoir une globalité dans le regard du patient. Donc, il faut aborder les saines habitudes de vie. Ah, écoute, j'adore ton discours. Après 40 ans de pratique, c'est extraordinaire de t'entendre parler de cette façon-là. Merci, Brigitte, en fait, pour tout ce que tu fais. Merci d'avoir été des nôtres. Allons maintenant en parler avec notre naturopathe agréé de l'émission, M. Dino Alicas. Bonjour, Dino. Bonjour, Éric. Dino, on parle de population en santé ou non. En fait, à quel point notre population est en santé. Souvent, c'est intéressant de se rappeler peut-être de où on vient, en fait, puis ça ressemblait à quoi aussi dans le passé. Parce qu'actuellement, on a l'impression, pour beaucoup de gens, on a l'impression, parce que, au cours des dernières années, l'espérance de vie s'est améliorée, ils ont l'impression qu'on est en santé. Bien, en fait, c'est exactement ça. En faisant la recherche pour l'émission, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est de plus en plus en santé parce qu'on vit plus vieux. Il faut faire attention, il y a une différence entre l'âge puis la santé. Autrement dit, puis je pense qu'il y a des statistiques claires là-dessus, l'espérance de vie, même si elle est à 80, 82 ans, on dit que l'espérance de vie en santé serait plus proche de 65, 68, donc c'est assez rare que les gens sont en santé jusqu'à la fin. Il y a quelques pays qui arrivent, mais en général, dans les pays développés, c'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que les gens sont malades pendant 20 ans puis n'arrivent pas à faire des activités quotidiennes de qualité pendant les 10, 15, 20 dernières années de leur vie. Ah non, écoute, moi, je dis carrément actuellement que ce qu'on fait, c'est être vieux et malade plus longtemps. C'est exactement ce qui se passe, puis on le voit au niveau statistique. D'ailleurs,
il y a un plafonnement actuellement de l'espérance de vie pour ces raisons-là. Je regardais les statistiques, puis on a doublé de population là, au début en 100 ans. Tu sais, ça a parti à 250 millions de personnes là, un petit peu après Jésus-Christ, puis là, rapidement. Puis dans les derniers 50 ans, on a doublé. 50 ans avant, on avait doublé. Puis avant ça, ça prenait 200-300 ans avant de doubler. Donc, on voit qu'il y a un ralentissement de la courbe du doublement de la population. Puis il y a plein d'experts qui disent que la population va décliner dans les prochains 15, 20, 30 ans parce que la fertilité est un problème. On le voit au niveau statistique, par 1000 femmes entre 15 et 44 ans, leur fertilité diminue. Donc, l'espérance de vie, j'ai l'impression, est un peu plafonnée et la population, une population qui est en santé, bien, on voit une augmentation d'une certaine façon de la quantité. Puis là, on est en train de voir un déclin qui commence à s'installer. En fait, c'est chiffré aux États-Unis. Oui. Actuellement, l'espérance de vie américaine a baissé. Ah oui, dans les 5-6 dernières années, il y a eu une baisse assez importante. Puis malgré le fait que c'est un pays développé, un des pays les plus riches au monde, ils sont, je ne me rappelle pas, 12-15e à peu près là, au niveau de l'espérance de vie, si ce n'est pas plus loin que ça. On est chanceux ici au Québec. En Amérique du Nord, c'est nous qui vivons le plus vieux. Cela dit, on est-tu les plus en santé? Là, la question se pose toujours là, par rapport à ça. Et là, vous, dans la pratique des naturopathes, en fait, vous êtes quand même dans une situation particulière parce que, bon, il ne suffit pas d'avoir de l'argent. On voit les Américains, l'espérance de vie baisse, puis pourtant, c'est une force monétaire hein, d'un point de vue international. Mais là, vous voyez des gens qui sont capables de se payer, justement, de l'optimisation de la santé. Vous voyez du monde s'adresser à vous, c'est des gens dans le moyen qui ont la capacité de payer. Souvent, effectivement, parce qu'on ne fait pas partie du système au Québec classique de santé. Donc, nos coûts, nos frais sont payables. Évidemment, il y a des gens qui ont des assurances privées. Mais effectivement, il y a une partie de la clientèle qui sont des gens qui veulent optimiser leur santé. Donc, ils ne veulent pas juste vivre plus vieux, ils veulent être capables de profiter de la vie le plus longtemps possible. Donc, ils vont faire des changements au niveau de leurs saines habitudes de vie. Puis, comme je le dis souvent, les naturopathes, c'est un peu ça, hein, une espèce de généraliste des saines habitudes. Donc, on les aide. On n'est pas nécessairement des spécialistes de chaque chose et on travaille souvent en équipe avec des nutritionnistes, des kinésiologues, etc. Mais on est capable de jaser ensemble, d'évaluer les besoins, puis d'optimiser le sommeil, d'optimiser tout ça, évidemment l'alimentation, la nutrition, certains suppléments. Donc, on veut ça, améliorer la qualité de vie, pas juste la longévité en tant que telle. Tant mieux. Habituellement, quand on améliore la qualité de vie, on améliore la longévité, mais le but, ce n'est pas le chiffre final, c'est est-ce que je suis capable d'en profiter jusqu'à la fin. Oui, effectivement. Puis là, les naturopathes sont bien placés, justement, pour réviser avec les gens l'ensemble des habitudes de vie, essayer de tracer un portrait. Parce que là, ce qui est difficile dans ce qu'on parle aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se pensent en santé, qui ne le sont pas vraiment, et que là, il y aurait lieu, justement, de questionner l'ensemble des habitudes de vie sans nécessairement avoir un symptôme. C'est ça le problème. C'est exactement ça. On veut s'assurer que les gens sont capables de fonctionner en société, que tous les mécanismes fonctionnent, qu'ils marchent bien, qu'ils sont capables de faire de l'exercice, de se pencher, de se relever. Tu sais, des choses de base qu'on ne voit plus chez les gens à partir d'un certain âge, mais qui devraient être efficaces. Écoute, merci Dino. Ça a été vraiment très éclairant aussi de rappeler aussi que la pratique en fait, des naturopathes peut venir s'intégrer hein, dans un besoin d'améliorer des trajectoires en fait, pour la santé, éventuellement optimiser. Vous êtes bien placé pour le faire. Ça a été vraiment un plaisir. Allons maintenant en parler avec notre expert invité de l'émission d'aujourd'hui, qui est un pharmacien que vous connaissez déjà, qui est M. Jean-Yves Dionne. Bonjour Jean-Yves. Salut Éric. Jean-Yves, on semble constater que la population est de moins en moins en santé. Qu'est-ce qui se passe au juste? Écoute, le constat, les autres l'ont fait. Hein. Quand j'étais petit, les photos de famille, tout le monde est mince. Puis dans les écoles, il y a un obèse par école. Puis là, bien, tout le monde a une petite bédaine, tout le monde est grassouillet. Puis dans les écoles, c'est la norme d'avoir un petit beigne. Pourquoi? Bon. Avant d'aller dans le pourquoi, là, j'aimerais rapporter encore une fois un sondage de Léger, tout récent, qui parle de la génération des milléniaux à peu près. OK? Et on constate que chez ces gens-là, 24 des gens ont fait une dépression. 24, 1 sur 4. 48 ont eu des épisodes dépressifs, puis 72 ont des états anxieux. Fait qu'on n'est même pas dans le métabolisme, dans le poids, là. On est dans le mental. C'est relié.
Et là, même la santé mentale aussi. Ce que tu es en train de nous dire, en fait, c'est que la santé mentale se détériore aussi, pas juste la santé métabolique. Exactement. Tout se détériore pour la même raison. On mange mal, on est super stressé, on est plugué sur les médias sociaux au point qu'on a une mécanique, ça c'est vrai des enfants, au niveau mécanique, coordination, dextérité, sont très bons dans le deux plans, puis poche dans 3 plans, à 3 dimensions. Alors, il y a quelque chose qui change, puis ça commence avec 2 affaires. Bon, je viens de parler des médias sociaux, puis du fait qu'on est orienté. Les jeunes se définissent par ça, puis les vieux, on n'est pas mieux nécessairement. Mais la bouffe, écoute, on peut remonter au 19e siècle si tu veux, mais quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? On va s'amuser. Je vais peut-être pas assez de temps, par exemple. Le sucre blanc est arrivé. Les huiles industrielles sont arrivées. L'huile de soya qui n'existait pas avant. L'huile de coton qui était un poison. Sérieusement, c'était un déchet et on l'a transformé, désodorisé, puis ça a donné le premier produit Crisco, 1911. OK? Et en dedans de 5 ans, il y a 60 millions de boîtes qui sont vendues aux États-Unis. Il y a toute l'industrie alimentaire qui est apparue avec une accélération post-Grande Guerre. Donc, après 39-45, et là, on voit l'apparition des additifs alimentaires, des aliments qui doivent rester stables plus longtemps. Un pain fait maison, tu le laisses sur le comptoir, je te donne 3 jours, il est vert. Tu prends un pain acheté dans un sac en plastique à l'épicerie, tu le laisses là, il va sécher avant de moisir. OK? C'est plus la même chose. Fait que l'alimentation a énormément changé. Rajoute les médias sociaux, la job, on est sédentaire comme ça n'a aucun bon sens. Nos enfants apprennent là-dessus, fait que la récréation devient comme une corvée. Non, c'est le plaisir qui est là. T'sais. Alors, je comprends que tu es comme moi, tu as été traumatisé, toi pas. Mais moi, j'ai été traumatisé par le ballon chasseur, mais le ballon prisonnier, là, ça m'a tué. Mais bon, ceci étant dit, la sédentarité, mais la bouffe. Puis rajoute avec ça la dépression parce que je suis pas bon, je me compare aux autres qui me mettent des affaires idéales dans les médias sociaux, puis moi, je suis donc pas bon. Fait que tout ça, là, ça fait qu'on est malade comme société, mais aussi comme individu. Bien là, la question qu'on se pose, c'est on fait quoi? Oui, effectivement. Rendu là, on fait quoi? Les gens prennent ça par quel bout? Parce que là, ils doivent être terrorisés, là, les gens qui nous écoutent actuellement. Bien, ils ont raison. Parce que si tu regardes la société, là, tu regardes, tu sais, les médias, systématiquement, vont nous dire les hôpitaux sont pleins, c'est ça. Ça, c'est plus un problème de gestion qu'autre chose. Mais comment est-ce que moi, comme individu, peu importe l'âge que j'ai, je peux être autre chose qu'un client de l'hôpital, puis rendu à mon âge, autre chose qu'être un locataire de CHSLD? Tes meilleurs conseils? Commence par regarder tes étiquettes alimentaires. S'il y a des ingrédients que tu ne comprends pas ou qui ne se retrouvent pas dans ta cuisine, t'en manges plus. C'est gros ce que je viens de dire là. Tous les aliments transformés, t'en manges plus. Alors, quand il y a dans ton pain que tu achètes 3-4 ingrédients que tu ne comprends pas, va à la boulangerie chercher quelque chose qui n'y en a pas. Écoute ça, j'adore ça. Parce que là, c'est pas une question de tolérance. On met ça de côté totalement. Carrément. Arrêtez de vous dire que c'est correct de temps en temps. Une fois par 3 mois. Pas par semaine. Parce que tu entretiens des vices. Tu pourras en parler à d'autres. J'achète ça. Le taux de sucre, les aliments sucrés. Puis quand je parle de sucré, je parle aussi des amidons. Donc, pain, pâtes, patates. Moins dans ta vie. Ça, c'est la première affaire. Commence par enlever le néfaste food. OK? Toute l'alimentation transformée, le moins possible. Apprends à cuisiner. Ça fait par du monde. Je suis capable de cuisiner. Tout le monde est capable de cuisiner. C'est un art, c'est le fun. On peut y prendre plaisir, c'est ça. Puis l'autre point, l'activité physique. Puis là, je suis quelqu'un qui est contre, littéralement, tout ce qui s'appelle performance. Chez toi, tu performes plus que moi. Mais l'idée, c'est qu'on peut faire de l'activité physique dans sa vie. Oui. Monter des escaliers, marcher plus vite. Des choses faciles. Puis si tu veux faire des groupes, des activités non chiffrées. Ça me vient de Pierre Lavoie. Jean-Yves, 5 escaliers par jour, on baisse de 20 les risques de maladies cardiovasculaires. Bingo, tu confirmes ce que je dis. C'est exactement ça. Alors, bouger plus, mais des choses que tu as le goût de faire. Pas des choses que tu dois faire. Alors, plus d'escaliers, une activité, du pickleball, je m'en fous, mais où tu as du fun à le faire avec des gens que tu as le goût de rencontrer. Fais pas des affaires que tu te sens obligé parce que ton docteur l'a dit. Hein? Je ne parlerai même pas du tabac, c'est déjà... Puis quand je parle de tabac, je parle aussi des vapoteuses qui vous tricotent le poumon, mais ça, vous devriez le savoir d'avance. Alors, la bouffe, plus vrai, moins de transformation, moins de sucre, voire pas de sucre, moins d'amidon, blanc, tout ce qui est... plus d'activité physique. Puis le dernier point, aussi important, arrange-toi pour avoir des activités qui te valorisent.
Fantastique. Hein? On a parlé de la L'état dépression pour d'esprit, commencer. l'importance, oui. Merci. Parce qu'on est pris dans un monde pressurisé, on travaille, on a un patron qui n'est pas content, on a des enfants, on est toujours en guerre. Non, non. Trouve-toi quelque chose qui te fait plaisir, que tu as le goût de faire, qui te fait te sentir bien. Ça, c'est primordial et on va aller plus loin que ça. Si on pousse l'idée au plus loin, fais quelque chose de ta vie que tu as le goût de faire. Ouais. Alors, si tu fais une job que tu haïs pour tuer, puis tu te rends malade, cherche, prends ton temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ikigai. Es-tu à la bonne place au bon moment? Est-ce que tu fais ce pourquoi tu es sur Terre? Mais va plus loin que ça. Enfin, c'est le même concept. Mais appliqué ici, est-ce que tu fais quelque chose que tu as le goût de faire, que tu vas vouloir faire dans 30 ans, 40 ans, 50 ans? Ça, c'est important. Quel beau discours. Merci, Jean-Yves, du fond du cœur. Allons maintenant en discuter en conclusion avec nos experts permanents de l'émission. Donc, en conclusion, on comprend que la santé, en fait, de la population est en évolution, pas nécessairement dans le bon sens. On a parlé lors de la première émission du fait que nos dépenses en santé ont explosé. On est rendu à plus de 50 du budget de la province qui va en santé. Et malheureusement, on n'est pas dans la bonne direction. Il faudrait essayer de faire un changement de culture pour lequel on aurait besoin d'argent pour l'éducation, argent qu'on n'a pas parce qu'on la met dans le système de santé. Effectivement. Par exemple, si on mettait un certain pourcentage, un petit pourcentage qu'on met en maladie, en fait, je te corrige, hein, parce qu'on le met en santé, mais en réalité, on le met en maladie. Oui, mais si on prenait un pourcentage de ça et puis qu'on changeait notre culture à l'école, par exemple, puis qu'on permettait à nos enfants d'avoir le fameux 60 minutes d'activité physique chaque jour, tous les jours, déjà là, on investirait dans une génération qui va être moins malade et qui va moins nécessiter justement des soins de maladie plus tard. Mais ça prendrait un changement complet de culture parce que dans la façon dont le système scolaire est fait au Québec actuellement, c'est tout simplement pas possible. C'est vraiment une question d'éducation. On en a parlé à la première émission, mais c'est ça. Il faut que les gens comprennent quelles sont les démarches à faire pour demeurer en santé le plus longtemps possible. Et tu l'as bien dit, si on retourne un peu cet argent-là dans l'éducation, puis on fait en sorte que nos jeunes d'aujourd'hui comprennent comment ils vont faire pour vivre vieux et en santé. Je comprends quand on est jeune, on est un petit peu, tu sais, on n'est jamais malade selon nous, puis on est invincible, puis on va vivre toute notre vie, mais tu sais, je pense qu'il faut quand même commencer à les éduquer sur comment bien manger, etc. Toutes ce que ça prend, en fait, pour avoir des saines habitudes de vie. On pourrait utiliser nos naturopathes pour ce faire. Bien, c'est un des points, hein. En fait. Moi, je dis souvent, il faut avoir des experts et des généralistes des saines habitudes de vie dans le système de santé. Il y a quelques personnes qui font ça, mais malheureusement, c'est pas assez, là. Fait que cette éducation-là peut être apportée, ça, c'est certain. Pour plus collaborer, hein? Oui. Moi, j'ai toujours été une fervente de travailler en multidisciplinarité. Mais il ne faut pas oublier, hein, on a une vague déferlante de personnes âgées, en fait, de personnes qui vont passer le cap de 60 ans, 70 ans, puis il n'est jamais trop tard pour être en santé. Si on change nos habitudes de vie, si on pense prévention, puis c'est une façon gagnante de dire aux gens, vous pouvez vieillir en santé et pas être obligé d'attendre après la pilule miracle. Oui, tout à fait. Alors, en fait, parlons-en un petit peu de la pilule miracle. C'est que malheureusement, on a un problème là. Hein. C'est qu'on se tourne vers la facilité en pensant que la pilule miracle en question ajoute de la santé. Oui, on pense que les médicaments vont nous aider à être en meilleure santé. Mais en fait, quand on a besoin de médicaments, c'est qu'on est déjà en mauvaise santé. Et c'est comme si c'était un peu un palliatif, en fait, parce qu'on n'a pas adressé la racine du problème. La racine du problème, c'est très souvent, mais pas toujours, très souvent, les habitudes de vie, dans le fond. On ne s'en sort pas. Et donc, si on a des meilleures habitudes de vie, bien probablement qu'on a besoin de moins de pilules et qu'on va être en bien meilleure santé. Tout à fait. Merci beaucoup, en fait, pour la conclusion. Merci aux gens à la maison d'avoir été des nôtres. C'est déjà la fin de la saison. Partagez, bien sûr, les émissions La Santé Autrement pour nous aider à faire rayonner la santé intégrative au Québec et au plaisir de vous revoir bientôt.